Bonjour, bienvenue dans cette émission de Mobility TV pour parler de la stratégie VO avec plusieurs invités. Berislav Kovacevic qui est un habitué, Solutions VO. Marc Lechantre du groupe PSA qui va nous parler de sa nouvelle orientation et de sa nouvelle vie en quelque sorte dans le VO. Bonjour à tous. Bonjour. Et puis Robert-Claude Soria du groupe Dubreuil. Bonjour. Bonjour. Un groupe multifonction qui n'intervient pas que dans l'automobile, dans beaucoup d'autres secteurs. Vous allez nous raconter tout ça. Peut-être un petit point d'entrée sur le VO aujourd'hui avec vous, Berislav. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'on observe, et on va avoir la chance, grâce à Robert-Claude et à Marc, de l'entendre, on observe vraiment une prise en compte du VO comme jamais auparavant. On a ouvert notre cabinet il y a 14 ans et on avait du mal à l'époque à se faire entendre de tous les PDG, les décideurs. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt des PDG, des décideurs qui font appel à notre expertise, notre expérience, parce qu'ils veulent partager, ils veulent mettre des moyens sur le VO, et le VO, on va y revenir, commence à prendre même de l'avance sur le VN, sur beaucoup de sujets. Oui, Marc Lechantre, à PSA, vous en êtes l'illustration. Vous êtes un énarque et vous débarquez dans ce sale métier qui est le... si je puis dire, qu'est le VO, non ? Mais c'est pas moi qui suis important, c'est le fait qu'effectivement le VO pour le groupe PSA est devenu un axe stratégique de son développement et que dans le plan stratégique Push to Pass qu'on est en train d'exécuter, le VO est identifié comme un des axes sur lesquels nous devons nous développer, nous devons investir. Pourquoi ? Parce que c'est stratégique pour le reste de nos activités, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, et parce que c'est aussi un réservoir de clients que nous ne connaissons pas forcément bien et que nous pouvons faire rentrer dans l'écosystème du groupe, de ses services et des autres produits qu'on peut vendre. Et donc effectivement, on a créé, juste après l'annonce du plan Push to Pass, une business unit dédiée au VO, que je dirige, mais surtout qui a vocation à focaliser nos efforts sur le VO et à développer le VO dans ses différents aspects et pas uniquement, je dirais, dans la dimension historique propre à tous les constructeurs. Mais il faut le dire, Marc Lechantre, vous venez justement de hautes fonctions à l'intérieur du groupe PSA. Quand même, on avait tendance à snobber un peu le VO, non ? Je pense que le groupe PSA, comme d'autres constructeurs, avait deux difficultés par rapport au VO. La première, c'est de ne pas avoir vu cette importance stratégique qui est maintenant bien identifiée. Je pense qu'on est un des premiers constructeurs à avoir aussi clairement pris en compte l'importance stratégique du VO. Et donc, du coup, effectivement, de ne pas forcément suffisamment investir, que ce soit en termes d'outils. Le VO est un monde très digital, donc il faut des outils technologiques pour être pertinent, et en termes d'hommes, mettre les bonnes compétences, d'hommes et de femmes, de mettre les bonnes compétences sur cette activité. On en reparlera peut-être avec les autres intervenants qui en requièrent beaucoup. Ouais. Robert-Claude Soria, alors vous, au sein du groupe Dubreuil, vous occupez de la branche auto, parce que Dubreuil, à la base, c'est pas l'aérien plutôt, on n'était pas dans le domaine de l'aéronautique, de l'avion. C'est entre autres l'aérien, mais d'abord le groupe Dubreuil, l'histoire du groupe Dubreuil, c'est la distribution. C'est la distribution, elle a commencé par le pétrole, par le charbon, ça remonte à très très loin, on peut parler du début des années 1928, 1930. On a commencé par le charbon, puis naturellement du charbon on est passé au pétrole, donc c'est une partie importante de la distribution pétrolière avec des stations-service et puis des clients en direct. Et puis ça a toujours été la distribution, la grande distribution, puisque nous avons eu deux magasins Super U pendant longtemps que nous venons de vendre pour des questions stratégiques, pour repartir vers autre chose, et puis la distribution qui nous a toujours animés avec l'automobile d'un côté, le matériel agricole et les engins de TP au milieu, mais toujours dans le mode de distributeur avec toujours trois métiers, la prévente, le VN et le VO. Avec cet axe aussi de plus en plus important chez vous aussi du VO. Énormément important, comme vous le disiez tout à l'heure, Marc, ce qui est très important, c'est que pendant longtemps, on a vécu le VO comme le parent pauvre du VN, et puis on s'est aperçu petit à petit que le VO devenait la clé du VN. Non seulement c'était important, mais c'était une clé d'entrée pour pouvoir réussir sur le VN, et puis d'un centre de coût, on est passé à un centre de profit. On a découvert qu'on pouvait enfin gagner de l'argent sur le VO. C'est un monde magnifique. Oui. Berislav, pourquoi ça devient en fait la clé du VN, le VO ? De gagner des parts de marché en VN, même quand un constructeur, on peut le dire pour Peugeot, a une très très belle gamme, c'est difficile de gagner ne serait-ce qu'un point de part de marché.
Donc là, vous êtes saturé en matière de volume et la logique industrielle, à un moment donné, coince. En VO, on est encore, moi c'est une expression que j'aime bien utiliser, au Far West. On a conquis la côte Est, le VO récent de moins de 3 ans, le support du VN, mais il nous reste tellement à faire sur le vrai VO qui a 9 ans d'âge en moyenne en France, qui a un potentiel gigantesque. Il faut juste rappeler... Pourquoi il a un potentiel gigantesque aujourd'hui ? Alors que seulement 4% des Français, même quand on fait des primes à la conversion, même quand on fait des aides, achètent un VN chaque année. 18-19% achètent un VO. Ne pas s'occuper de ce marché, c'est presque une hérésie. Mais on a eu peur de ce marché, on ne l'a pas connu, et aujourd'hui on met des moyens humains, technologiques, marketing, financiers. Oui. C'est un point très important parce que je pense que pendant longtemps, notamment, enfin en tout cas je parle pour les constructeurs, on a cherché les clients qui correspondaient à nos produits. Donc on commençait par concevoir et faire de très belles voitures, ce qu'on fait toujours, heureusement. Et puis après, il fallait trouver des clients. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a un tas de clients qui ne sont pas dans le véhicule neuf parce que c'est trop cher pour eux. L'âge moyen est combien aujourd'hui de l'achat du véhicule neuf, le premier achat? On disait qu'il était quand même 56 ans. Ouais, 55-56 ans. Eh oui, donc il y a une vie entre 20 et 56 ans. Hein. Et ces clients-là, il faut s'en occuper. Et à partir du moment où on passe d'une logique où on est centré sur le produit à une logique où on est centré sur le client, on dit voilà, le client aujourd'hui qui achète un VO, peut-être que demain il achètera un VN, il va acheter un financement. Il va peut-être acheter des pièces, il va venir faire son après-vente chez nos distributeurs dans le réseau, et donc on le fait rentrer dans un écosystème. Mais avec le VO, simplement, on élargit cet écosystème, et plus notre offre est large, plus nous sommes sur des canaux différents, plus nous avons la chance de toucher des clients et de les faire rentrer dans l'écosystème, en l'occurrence pour nous du groupe PSA, mais je pense que le raisonnement est valable aussi du point de vue d'un distributeur. Oui, Robert-Claude Soria. Oui, tout à fait, et c'est surtout très, très intéressant, parce qu'on a une partie très importante, on sait que 60% des VO se vendent entre particuliers, donc on a une toute petite partie aujourd'hui. Comme le disait Berislav, on a la partie des VO relativement récents, on a une partie qui nous échappe, d'où aussi pas mal de choses qui sont faites aujourd'hui, notamment sur les VO anciens, petits prix, etc. Et puis surtout, ce qui est super agréable, c'est quand finalement, dans le VO, on en parlait tout à l'heure, le modèle reste à inventer. Chacun a une partie du modèle, mais pour l'instant, personne n'a la totalité du modèle. Donc c'est extrêmement motivant pour les équipes. Ouais. Et puis pour nous, de se dire, on a un monde ouvert, on a commencé à trouver des solutions, allons plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle ? Pour rebondir sur ce que dit Robert-Claude Soria, je pense que c'est très important parce que vous disiez tout à l'heure dans votre introduction, à juste titre, le VO avant c'était un peu l'endroit qui n'intéressait de l'automobile. Maintenant, moi je viens du monde du VN. Quand on regarde l'activité et les acteurs qui sont sur le VO, il y a de l'innovation digital, de l'innovation dans les process, de l'innovation dans la logistique sur le VO. Par exemple, la livraison à domicile, on l'a commencé sur le véhicule d'occasion avant de le faire sur le véhicule neuf. C'est une attente de certains clients, c'est une attente moderne. Et cette attente moderne, le VO, les acteurs du VO commencent à y répondre avant le VN. Donc il y a de la modernité et il y a de l'innovation digitale sur les process, sur la prise de photos, il y a un tas de technologies. Voilà. Et il y a une liberté et il y a une innovation qu'il faut savoir utiliser à bon escient et capter, mais il y a une vivacité dans le VO qui en fait un secteur extrêmement intéressant, y compris pour un groupe qui vient d'un autre ADN comme PSA, parce que c'est aussi un aiguillon pour progresser sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ouais. Berislav, vous disiez le champ est libre. Enfin, grosso modo, c'est un peu le Far West. Alors, on commence à avoir les premières implantations. Vers quel modèle on va alors ? Parce que Robert-Claude Soria disait tout à l'heure, il n'est pas encore là le modèle. Il est à inventer. Il n'y a pas de leader. Le premier groupe de distribution français fait 100 000 VO sur 6,5 millions de transactions. Il n'y a pas de leader. Deuxième chose, Robert-Claude le soulignait, 85% des stocks qu'on est habitué à diagnostiquer sont composés de VO de moins de 3 ans. La transaction se fait en moyenne plutôt à 9 ans d'âge. Donc ça veut dire que là aussi, qu'est-ce qui va se passer ? On a à la fois dans les labels de constructeurs qui s'étoffent dans la durée, les financiers et les garantisseurs qui commencent aussi parce qu'ils bloquaient. Oui, ils bloquaient souvent les vieux. Parce que souvent, ils ne voulaient pas financer du plus de 8 ans. Je ne vais pas citer cette grande banque indépendante, mais elle est capable en prêt personnel de faire une vieille voiture de 16 ans et de la refuser quand elle est distribuée par un réseau quand elle dépasse 8 ans. Et ils sont encore nombreux à bloquer le système. Donc il va y avoir des déblocages, on va apprendre à gérer ce risque. C'est un risque qu'on découvre, parce qu'il faut une organisation de préparation. La grande différence avec le VN, c'est que ça se passe aussi dans des usines de reconditionnement. On réapprend à travailler entre la prévente et le VO. Donc on a déjà fait une bonne partie du chemin en 5 à 10 ans, mais il y a encore 10-15 ans de développement. C'est assez fabuleux comme potentiel. Comme le disait Robert-Claude Soria tout à l'heure, il y a encore énormément de choses à développer.
Il y a encore énormément de choses à apprendre. C'est pour ça il faut qu'on soit humble, qu'on regarde aussi ce qui se passe sur le marché. Nous, en tant que constructeurs, on regarde ce que font les distributeurs, parce qu'il y a des distributeurs qui innovent, qui font des choses extrêmement intéressantes. On regarde ce qui se passe aussi chez les acteurs digitaux, d'où notre investissement dans Aramis Auto. Oui, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Il faut qu'on soit humble, qu'on apprenne. On commence à maîtriser un certain nombre d'éléments de la chaîne de valeur, mais effectivement, sur le VO, il n'y a pas d'hégémonie. Et il n'y a pas de leadership clair. Il faut simplement, je dirais, se mettre à l'écoute des clients et regarder ce que font un certain nombre d'acteurs qui innovent et qui font progresser, je dirais, l'ensemble du marché. Oui, Marc Lechantre et Robert-Claude Soria, c'est une autre culture, c'est la culture du petit marchand, du petit commerce, en quelque sorte, qu'il faut s'approprier à une plus grande échelle, c'est ça? Non, pas vraiment. Non, justement, je pense qu'il y a le côté avantageux du petit marchand, c'est sa proximité avec son client, sa capacité à répondre assez rapidement à une demande. Ça, c'est la chose sur laquelle on peut réfléchir et de laquelle on peut s'inspirer. Par contre, il faut absolument se départir d'un certain nombre de travers. Les certains nombre de travers, on les connaît, c'est la préparation. Il y a une chose primordiale aujourd'hui pour développer la vente VO, à mon sens, c'est la promesse client. On ne va pas pouvoir aujourd'hui continuer à aller plus loin dans le VO, au moins en tant que professionnel distributeur, si on n'est pas capable d'abord de montrer tout ce qu'on doit montrer doit être prêt à partir. Un client aujourd'hui, ça fait partie, on n'attend plus sur le net, quand vous voulez acheter quelque chose, vous appuyez sur un bouton, vous l'avez. Donc ça, c'était un des travers. On prenait les voitures qui rentraient, on les mettait derrière, on attendait 1 mois et demi, 2 mois pour les mettre en état, ou pire, on les exposait dans l'état, et on disait aux clients qui venaient, mais vous inquiétez pas, ça on va le faire. Sauf qu'on faisait jamais tout. Le client arrivait, et c'était le désenchantement, puisqu'on parle de l'enchantement client aujourd'hui, un désenchantement terrible. Donc en fait, et nous c'est le parti qu'on a pris, 100% de nos voitures sur nos parcs sont prêtes à partir. C'est la première chose. Je vois la voiture, c'est celle que j'aurai. On n'y touche plus. On met un petit coup pour nettoyer, mais on n'y touche plus. Et ça c'est important. Et la faute des professionnels, et je me mets dedans, c'est qu'on n'a pas eu le respect de cette promesse-là. C'est de se dire, venez chez moi chercher une voiture, on se débrouillera après pour la rendre acceptable. Et ça donne pas confiance, ça donne pas envie, et comme on vendait les voitures un peu plus chères que ceux qui disaient, vous pouvez monter dedans et partir, même si elles étaient pseudo-prêtes, c'était pas grave. Il y avait cet enchantement qu'on n'avait pas. Et quand on veut vendre et qu'on part de la digitalisation, il faut dire que si on digitalise les choses, il faut qu'on puisse montrer les voitures sous toutes leurs coutures, fiabiliser notre offre, tranquilliser le client, et qu'il puisse dire, c'est celle-là et c'est celle que j'aurai demain. Et juste pour rebondir sur ce point qui est absolument essentiel, pour arriver à faire ça, c'est le mélange de cette culture de commerçant, de proximité, d'écoute du client que nos meilleurs distributeurs savent très bien mettre en place, et derrière, dans l'arrière-boutique, si j'ose dire, dans les back-office, du process, de la rigueur, de l'exécution, et là, le cas échéant, de la technologie, des investissements qui peuvent être importants, une usine de reconditionnement, dedans il y a usine, voilà, il y a des process, il y a de l'IT pour gérer les flux, on n'est pas loin d'une logique d'organisation de flux industrielle. Et donc c'est cette alliance de la proximité, de l'immédiateté du commerce, qu'il soit digital ou qu'il soit physique, avec derrière des process industriels et la capacité à concilier les deux, à mon avis, c'est ça qui fait les modèles qui émergent et qui sont gagnants aujourd'hui. Berislav ? D'un métier qui paraît simple, mais trop simple, on est en train effectivement de découvrir une étendue à 360 degrés incroyable. Il faut des têtes pensantes, il faut beaucoup de compétences. Et là, il y a quand même des bloquants parce que Robert-Claude a réussi dans son groupe à le faire. PSA Retail et PSA Group est en train de réussir à le faire. Et les bloquants sont où? Les bloquants, c'est notamment la rénovation qu'on vient d'évoquer. Il y a encore beaucoup de voitures qu'on vend, désolé, mais c'est une mauvaise blague que j'utilise souvent, comme une chambre d'hôtel pas chère, mais qui serait même pas propre. C'est-à-dire que ça, on peut pas. Un client même qui va dans le pas propre, pas en état, également aussi mécanique et technologique. C'est ça aujourd'hui. Comme un mauvais vendeur de canapé d'il y a 30 ans, il sera beau quand je vous le livrerai. C'est juste pas possible. Et c'est pour ça que les particuliers n'ont pas trouvé forcément chez les pros pendant longtemps un écart de qualité justifiant le fait qu'on retourne chez les pros. Alors bonne nouvelle quand même, on vient de regagner 11% de part de marché. Oui, c'est ça, on en est où d'ailleurs? Parce que entre les pros et les particuliers, les datas sont moins précises qu'en VN, mais ça s'améliore. A priori, la dernière tendance a été dite par Robert-Claude, on est revenu à 60% pour les particuliers alors qu'ils avaient 72 il y a 8 ans. Donc on a quand même regagné 12% de part de marché en seulement 8 ans. Alors que pourtant il y a donc l'ensemble des sites, le digital a bouleversé aussi un tout petit peu les choses, et rendu plus facile les places de marché qui existaient auparavant, non? Pas forcément toujours. Le digital, il a une problématique majeure. C'est que vous montrez ce que vous voulez.
Donc il y a quand même énormément dans notre métier de vendeur VO de gens qui montrent des produits qu'ils n'ont absolument pas en stock. Ouais. Oui. Ils montrent des choses et ensuite ils cherchent les produits. Donc c'est aussi cette capacité qu'ont les gens qui immobilisent beaucoup de capitaux, qui investissent dans la remise en état. Parce que je vous rappelle que tout à l'heure, on est tous professionnels, on a aussi savonné une planche qui était la nôtre, dans le sens où on faisait de la préparation post-livraison. Ouais. C'est-à-dire qu'on livrait la voiture et après on gérait la remise en état avec la garantie. Ça aussi, ça a amené des blocages dont parlait Berislav tout à l'heure, puisque un garantisseur, il travaille avec un ratio sinistre à prime, s'il est dégradé, il faut bien qu'il trouve une solution, il ne peut pas perdre d'argent. Donc on est fautif, les professionnels ont été mauvais, on a tiré sur une corde, elle a rompu, cette corde-là, on est en train de défaire les nœuds et de la raccrocher, et maintenant il ne faut pas se tromper. On doit faire des préparations qui soient irréprochables, et puis on doit assumer s'il y a un problème. La mécanique, ça reste quelque chose qui peut amener à une problématique, le tout c'est la prise en charge. Un client ne sera jamais mécontent d'être en panne, il sera mécontent de la prise en charge de la panne. Oui, et c'est bien ça qu'il faut comprendre. Ouais. Vous avez dit quelque chose d'important, d'ailleurs Marc Lechamp tout à l'heure, vous avez parlé d'industrialisation, d'usines. J'imagine que dans un groupe comme PSA ou des usines, l'industrialisation connaît, quand vous en parlez, vous l'évoquez pour le mettre sur le VO, on doit vous dire non mais on vous prend pour un fou, non, en se disant non mais des usines on n'a pas besoin d'en construire, on en a déjà, non. Au début on me dit mais non mais c'était à côté, et puis ce que j'ai fait, et je l'ai fait avec pas mal de gens du groupe, je leur fais visiter un centre de reconditionnement. Je leur fais visiter le centre de reconditionnement d'Aramis Auto à Donzère, mais je suis sûr que c'est pareil chez les bons opérateurs qui ont monté des centres de reconditionnement efficaces, et ils voient le meilleur de l'artisanat, parce chaque VO est unique, et donc on a une réparation qui est adaptée à l'état de chaque véhicule, et de l'industrie, avec des process. Je veux dire, les gars d'Aramis Auto, ils ont mis en place à Donzère, ils ont appliqué les process du lean management de la même façon, aussi bien, voire mieux, que dans des usines PSA qui font des véhicules neufs. Et donc en termes d'application des process, de sens, de recherche de l'efficience, de recherche du progrès, ils sont au meilleur niveau de l'industrie automobile aujourd'hui. Et donc les gens qui ont visité ce centre, ils ressortent en disant ouais, effectivement, il faut ça aussi. Ouais. Et couplé à du digital, où on n'a pas un configurateur comme le véhicule neuf, mais on a une batterie de photos à 360 intérieur-extérieur, on n'a rien à cacher, la promesse est bonne. Effectivement, tous ceux qui s'y sont mis gagnent des parts de marché. Alors, il y a Gémy qui a été l'un des premiers, Dubreuil a été pratiquement le second avec PGA, et puis il y a d'autres groupes, effectivement, qui sont en train d'acheter des friches industrielles, de bâtir des centres de rénovation, ou de sous-traiter sur les grands logisticiens que sont la CAD, GEFCO, STVA, et puis on réinvente aussi l'organisation avec l'après-vente. Et vous avez quelque chose d'absolument très important, c'est que vous coupez le lien entre la préparation, les coûts de préparation et le commerce. Le commerce à la pression du client, à la pression du patron du site, en se disant il faut que j'ai des marges, je vais essayer de réduire mes frais de remise en état, je vais gagner des marges. Nous, on n'a pas cette pression-là. Les frais sont analysés par des experts qui font absolument que ça, qui estiment la voiture et qui estiment ce qu'il faut remettre en état, et le concessionnaire, lui, va la vendre. Mais effectivement, cette lien, cette pression du commerce, elle est juste difficile à vivre. Ouais. Il faut couper ce lien-là. Parce que sinon, on n'avance pas. Ouais. Et puis, il faut aussi, dans la gestion du reconditionnement, et c'est ce qui fait une des difficultés du VO par rapport au VN, où les voitures, elles sont toutes, par définition, identiques et au même standard, et dans un très grand nombre de cas parfaites, le VO, vous devez reconditionner la voiture dans l'état que le client attend. Il sait que c'est un véhicule d'occasion, donc il n'achète pas une voiture neuve, il achète une voiture d'occasion, il ne la paye pas le même prix qu'une voiture neuve. Donc il faut aussi être capable de gérer le bon niveau de reconditionnement que vous souhaitez atteindre, et par contre, une fois que vous êtes à ce niveau-là, le garantir. Et le garantir sur chaque voiture. D'où l'importance, je me répète, des standards, des process, et de faire que toutes les voitures que vous mettez, par exemple, sur votre site internet, elles sont à un niveau de qualité pour le client homogène. Alors, là où il y a une vraie problématique par rapport à tout ce qu'on se dit, parce que c'est vrai que c'est très motivant, on est vraiment sur des objectifs stratégiques, c'est la mise en œuvre. Et là, on a un vrai blocage partout. C'est par exemple la compétence moyenne des commerciaux, des managers et des techniciens. C'est vrai. Et là, on a un gros souci parce que nous, tous les jours, on a des commerciaux face à nous qui ne savent pas rédiger un mail sans faute d'orthographe, sans faute de syntaxe. Et pas des mauvais commerciaux, mais il y a des solutions. Le mail, le digital peut les planter. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, on est sur de la stratégie, mais quand on revient
terre à terre, on découvre des difficultés aussi fortes que ça. Des photos qui sont soit bien calibrées, soit des photos qui sont encore prises... Donc là, il y a de la professionnalisation encore qui est nécessaire. Sur le VO comme sur le reste, la stratégie c'est 5%, la qualité de l'exécution c'est 95%, comme le dit souvent Carlos Tavares, mais on le vit tous les jours sur le VO. Et donc effectivement, pour avoir cette exécution, on a plusieurs problématiques à maîtriser. La problématique des investissements, il faut la volonté d'investir dans des outils, d'investir dans de la technologie, d'investir dans les hommes. Donc de la formation, aller chercher les bonnes compétences, garder les bonnes compétences, les faire grandir. Et ça, c'est un défi pour toutes les entreprises qui s'attachent à être performantes dans le VO. Et puis le défi, c'est que sur le digital, il y a quand même une concurrence quand même assez folle. Donc vous êtes allé avec Aramis Auto, il y a d'autres aventures qui sont nées, on en parlait tout à l'heure de Caraventura, etc. Comment vous voyez justement le positionnement et puis ce paysage D'abord, en termes de distribution globale, notre vision, c'est pas d'opposer le digital et le physique. Le client, il s'en fout. Il voit un certain nombre d'offres, il a besoin d'un certain service. Certains préfèrent aller chercher la voiture dans un point de livraison chez un distributeur, d'autres préfèrent qu'elle soit livrée à domicile. C'est à la distribution de s'adapter aux besoins des clients. Et donc, pour faire ça, on a besoin à la fois d'une bonne maîtrise du digital et puis on a besoin de réseaux physiques. On a besoin de réseaux physiques qui garantissent un certain niveau de qualité d'accueil. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'ubérisation aussi parfois avec certains sites, vantez votre voiture.fr, etc. Ce que le digital a permis, c'est ce que vous appelez l'ubérisation, c'est ce que le digital a permis, c'est l'émergence de nouveaux acteurs. Et de nouveaux acteurs qui viennent un peu bousculer les codes. C'est ce qu'a fait Aramis Auto, en partant d'un ADN digital, mais en allant très vite vers le physique. À Aramis Auto, ils ont commencé sur le digital assez rapidement, ils ont eu besoin de points de vente. Il faut les deux. Et par contre, effectivement, le digital, il amène des nouvelles compétences, il amène aussi dans le secteur de l'automobile des nouveaux profils, des gens qui ne s'intéressaient pas à l'auto avant. Il nous permet d'aller chercher des nouveaux clients, et donc il faut le prendre comme un aiguillon pour l'ensemble de notre secteur. C'est ce que je considère que Aramis Auto est pour le groupe PSA. Ils sont plus digitaux que nous, PSA, historiquement. Et ils nous aident à prendre conscience d'un certain nombre de phénomènes. Et ils sont très performants dans le lien entre la vitrine digitale, la vitrine physique, dans la promesse client. Voilà, donc ils ont amené, je pense, des choses au marché et ils nous amènent des choses à nous en tant que groupe sur cette prise de conscience de l'importance du digital. Oui, alors il y a des compétences et ils sont allés chercher ces compétences. Ils ont régulièrement fait des voyages d'études aux États-Unis, en Angleterre. C'est vrai que maintenant on n'a plus besoin de franchir la Manche et l'Atlantique, c'est bien, on a aussi des super compétences en France. Ça monte en puissance vraiment depuis 5-10 ans, mais il y a vraiment une bataille sur les effectifs qui est colossale. Aujourd'hui, on peut très bien embaucher même des écoles de commerce sur le VO. Parce que pour avoir la capacité de faire du financement, de l'accueil client, du suivi client, de la relance, des bonnes photos ou des bonnes vidéos, ou parler sur des vidéos avec du social selling, on a des super profils. Aujourd'hui, certains sont encore un peu dans l'ancien monde, pour reprendre des expressions à la mode, et le nouveau monde leur pose problème. Et là, on a un blocage à la fois en qualité et en nombre. Ne serait-ce qu'un truc, très souvent, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des effectifs VN encore aujourd'hui, presque partout, largement supérieurs aux effectifs VO, alors que le marché VO est 5 fois plus gros que le marché VN. Il y a des rééquilibrages dans les groupes ou pas, non ? Alors chez PSA, puis peut-être les autres constructeurs également et distributeurs. Moi, je crois qu'on a une chance inouïe. Franchement, sur le VO, c'est une chance inouïe. On a une chance inouïe. Pour 2 raisons. Aujourd'hui, on parle de VO, mais en fait, on ne doit pas désaccoupler le VN du VO, parce qu'on est sûr que demain, une voiture, on la vendra entre 2 et 3 fois. Donc c'est-à-dire qu'on va s'aliéner petit à petit ces strates de VO anciens qu'on n'arrive pas à avoir. Par ce biais-là, on va avoir une voiture entre 2, 3 ans, 4 ans, on va la revendre ensuite en VO, et la clé de l'ensemble de cette chaîne-là, c'est la location. Si on veut arriver à conquérir cette chaîne-là, il faut que, comme aujourd'hui au VL, puisqu'on est aux alentours de 40% des lois, au VO, nous on a commencé il y a longtemps, on est très bien, et bien il faut qu'on continue parce qu'on dépasse le problème et on débloque la solution. Et en faisant ces 3 vies, on va arriver à avoir des voitures de 8 ans, 9 ans. C'est mécanique. Et pour faire ça, je reviens à votre question et au point qu'évoquait Berislav Kovačević, il faut effectivement des compétences, il faut mettre du monde, il faut mettre des gens chez les distributeurs, chez les constructeurs aussi. Il faut mettre aussi un petit peu d'investissement dans l'IT pour avoir des systèmes qui soient up-to-date. Il faut mettre un petit peu d'ingénierie financière pour avoir des produits de financement VO qui permettent
ce renouvellement du cycle de vie de la voiture. Et avec ça, j'allais dire, on est aussi dans la réalisation d'une des conditions à l'émergence de nouveaux modèles de mobilité. On n'est pas, on parlait d'ancien monde, de nouveau monde, on n'est pas dans le monde d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, quand on nous parle de système de partage de véhicules, de schéma de car sharing, ces voitures, elles doivent être portées par un financement, c'est un asset qu'il faut bien financer. 2, elles ont une deuxième vie. La deuxième vie, c'est le VO. Et donc la capacité qu'auront les acteurs à savoir inclure ces voitures dans un cycle de vie et de savoir leur donner une deuxième vie après le car sharing à Paris ou à Lyon ou à Marseille, elle est essentielle. Et donc le VO, c'est aussi une des conditions du déploiement des nouvelles mobilités. Avec parfois des soucis et des besoins d'adaptation. Par exemple, sur le moteur thermique, l'avenir du moteur et du moteur diesel. Demain, qu'est-ce que ça deviendra sur ce marché du VO ? Là aussi, il faut être capable de s'adapter. Alors, certes, c'est peut-être à plus long terme, mais... c'est une opportunité. Ouais. Plus la technologie avance, plus il y a d'insécurité dans ce qui va se passer, plus la location prend toute sa mesure. Ouais. Vous n'avez plus intérêt à posséder une voiture si vous n'êtes pas sûr de ce qui va se produire. Donc notre rôle, il s'en trouve renforcé. Allons-y. Et plus, d'ailleurs, les chiffres parlent. Les reconquêtes des 8 dernières années vient en partie du fait que les lois ont explosé. Effectivement, les clients n'ont plus besoin de revendre leur voiture au bout de 3 ans, ils la laissent. Cette voiture redevient même une voiture à 6 ans, voire à 9, et elle reste dans le cycle des professionnels. Donc là, effectivement, il y a de l'optimisme. Il reste une chose à continuer à réinventer, parce que la loi existe dans sa forme actuelle, elle est à une phase de maturité. Et pour aller plus loin, il faudra faire sauter des barrières. C'est-à-dire ce côté, je rentre pour 3 ans, je ne peux pas sortir. Il faudra de la souplesse. Je rentre pour 3 ans, demain, ma condition personnelle change pour des tas de raisons. Je dois pouvoir en sortir sans pénalité, repartir avec une autre voiture. On y travaille. C'est clair, les clients demandent de la flexibilité. Beaucoup. Les incertitudes qu'on peut avoir autour des réglementations ou autour des mix d'énergie, elles amènent aussi un besoin de flexibilité de la part des clients. Donc, on va devoir s'adapter, et c'est ce qu'on fait chacun à notre niveau pour aller chercher cette flexibilité. Je voulais revenir sur le mix d'énergie. Il faut l'anticiper. On sait que l'électrique va monter aujourd'hui en France. On a une volonté politique claire. Il faut l'anticiper, non seulement, c'est ce que fait le groupe PSA, en déployant les technologies et en mettant dans les gammes de nos marques des véhicules électriques de bon niveau qui vont arriver très, très bientôt, mais il va falloir l'anticiper sur le VO. Il va falloir être capable de reprendre ces voitures, de les financer, de leur donner une deuxième, une troisième vie, comme on le faisait pour les diesels traditionnellement, sauf que il faudra peut-être donner d'autres éléments de réassurance aux clients. Certainement. Mais c'est ça qui est intéressant. Berislav, peut-être conclusion. Mobilité et VO font bon ménage. Oui. Peut-être un dernier mot pour terminer, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures de cette stratégie VO qui est complètement passionnante, et qui redevient passionnante puisqu'elle avait été en partie délaissée. Marc Lechantre, sur votre histoire personnelle, chez PSA. À un moment donné, vous avez quitté, je pourrais dire, l'infrastructure en fait du groupe pour aller sur le terrain, mettre les mains dans le cambouis. Ça vous a apporté beaucoup pour aller justement dans le VO ? Bien sûr. Moi, j'ai souhaité me confronter aux clients, travailler avec des vendeurs, travailler avec les mécanos de l'après-vente, les réceptionnaires après-vente qui tous les jours sont face aux clients qui ont un certain nombre de difficultés. J'ai souhaité faire ça pour avoir cette expérience concrète, humaine du marché. Juste après ça, je suis allé diriger les opérations du groupe au Royaume-Uni. Ça m'a beaucoup servi parce que les concessionnaires, quand je posais des questions, voyaient que j'avais fait un petit peu... Vous étiez passé par une concession. Alors, pas pendant des années, mais un petit peu le métier. Et donc, j'étais pas le gars de Paris qui venait leur expliquer comment il fallait faire en ayant regardé 3 PowerPoint, mais voilà, j'avais eu aussi les mêmes problèmes qu'eux. Les problèmes de turnover, les problèmes de formation, les problèmes de qualité, de satisfaction client, qui sont le quotidien de notre métier. Le terrain, important. Très important. Moi, je suis passé aussi, j'ai été longtemps concessionnaire de plein de marques différentes, y compris Premium, et ça apporte cette vue, effectivement, de savoir qu'il y a matière. Et puis, je voulais juste terminer en disant un petit mot tout à l'heure. Berislav a dit une chose importante, qui était la formation des vendeurs. Elle est importante, on s'y consacre toujours, mais je crois qu'une des façons de lisser la problématique entre l'expertise, ce que peuvent en faire les vendeurs des frais, et la réalité, c'est d'industrialiser le process pour en baisser les coûts. Et là, on peut amortir un peu plus. Voilà. Il y a plusieurs marques qui s'y mettent. Merci à tous d'avoir participé à cette émission donc sur la stratégie VO. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu, il y a encore beaucoup de chantiers, c'est un secteur passionnant.